Bien, merci de nous avoir rejoints. J'espère, mesdames, que vous allez attirer le public pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de l'expertise de nos conférenciers. Donc, deuxième conférence sur l'espace innovation. Je rappelle que cet espace est composé de deux parties. Vous avez un stand qui traite des questions de modernisation du point de vente. Et si vous avez besoin d'informations et de conseils, les professionnels sont à votre disposition. Et puis aujourd'hui, dans un univers totalement digitalisé, numérisé, nous avons la chance d'avoir toute une série de start-up qui réfléchissent et travaillent à des offres de solutions qui viennent compléter le travail qui est le vôtre. Alors, deuxième thème, il a été intitulé comme ceci. Donc voilà. Ah non, avant, il faut effectivement que je pense régulièrement à l'introduction du président de Culture Presse qui va nous expliquer pourquoi il a souhaité mettre en place, parce que c'est la première année, un espace de conférences et d'innovation. Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue à la 13e édition du Salon Expo Presse. Merci le temps de ce week-end d'avoir laissé votre magasin pour venir nous retrouver, se retrouver en famille à notre salon, votre salon. Nous entendons tous parler d'e-commerce, de digitalisation, de numérique, de web to store, et j'en passe, et des meilleurs, tout un tas de termes barbares pour certains d'entre nous. Et pourtant, ça fait partie de plus en plus de nos quotidiens, ça fait surtout partie du quotidien de toute notre clientèle. C'est pourquoi, cette année, nous avons voulu créer un espace différent, un nouvel espace au cœur du salon. Vous y êtes, l'espace innovation et modernisation. Vous allez pouvoir y découvrir et rencontrer tout un tas d'experts dans tous ces domaines qui vont vous permettre de vous mettre au diapason et en harmonie avec tous ces nouveaux modes de consommation. C'est une véritable boîte à idées, une boîte à outils qui va vous permettre de vous transformer et en somme finalement de répondre aux attentes de vos clients qui évoluent sans arrêt, de rester connectés et que nos magasins, demain le magasin de presse reste toujours le lien incontournable qu'il est aujourd'hui de commerce, de culture, de proximité. Je vous laisse aux conférences et aux experts qui vous attendent. Merci et bon salon. Voilà, merci Monsieur le Président. Il ne m'entend pas, mais il sait que je le remercie à chaque fois. Bonjour François Perraudot, vous êtes l'un de ces experts conférenciers. Donc on va essayer d'évoquer, on sent derrière ce qui est évoqué, la nécessité de se transformer, la nécessité de changer. Mais avant, je voudrais que vous parliez un petit peu de 5.5 et puis de caractériser ce qui fait votre métier. Alors, très bien, merci. 5.5 Retail, en fait, est une agence, comme le nom l'indique, spécialisée dans le retail. Donc, le retail au sens large, hein, c'est-à-dire vraiment toute la distribution, tout ce qui est favorisé, en fait, la rencontre d'un produit avec un client sur un point de vente. Le point de vente pouvant être, bien entendu, on pense tout de suite aux hypermarchés, aux supermarchés, mais ça peut également être une pharmacie. Je travaille beaucoup avec les autres pharmacies, par exemple. Ça peut bien évidemment être un magasin de presse, ça peut être une station-service, ça peut être une banque. Comment vendre un crédit ou une assurance. Là, j'ai un produit, un client et un point de vente. Le point de vente pouvant également être un écran. Donc vraiment, moi, mon expertise, c'est la rencontre du produit et du client sur le point de vente. Voilà. D'accord. Alors, première question, peut-être, c'est... Première question, disais-je, et vous me disiez quand on a préparé, on n'a pas le choix, il faut être clair, on doit changer. Pourquoi? Écoutez, je pense que là, effectivement, la question, elle ne se pose même pas. Enfin, les gens qui se posent encore la question ont ont vraiment des inquiétudes à avoir. Pourquoi on doit changer? Parce que je pense que vous avez parlé de shopper tout à l'heure avec Julie, le shopper. Aujourd'hui, le shopper, il a 20 ans, il a 25 ans, il a 30 ans, il est né avec un smartphone, il est né avec le numérique, il est né... voilà. J'entendais un chiffre l'autre jour, on parle beaucoup des millennials, de la consommation des millennials. Millennials, c'est quoi? C'est 20-30 ans, c'est ça? C'est ça, c'est 18-30 ans. 30 ans. En France, enfin du moins en Europe, il en est né, donc c'est les gens qui sont nés entre 1990, on va dire, et puis 2010. En Europe, il en est né 25 millions sur cette période-là. En Chine, il en est né, je vais y arriver, il en est né 450 millions.
Donc de toute façon, la question elle se pose pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vivre avec leur téléphone, avec du numérique, avec des tablettes, avec des ordinateurs. Et pourquoi est-ce que ces gens-là qui vont tout faire sur numérique, sur tablette, sur ordinateur, dans leur vie, vont se dire en arrivant dans un magasin, quel qu'il soit, ah, bon là on coupe le jus et on revient au modèle d'il y a 30 ans, mon père a acheté comme ça, mes parents ont consommé de telle manière, c'est juste impossible. Frédéric, mais j'ai peut-être, Frédéric, il faut que je fasse attention. J'ai peut-être une question, est-ce que ce type de population que vous évoquez, ces millénials, vont dans les magasins de presse? Aujourd'hui, moi je ne passe pas ma vie dans les magasins de presse, et encore, si, parfois quand même, en tant que client, mais pas en tant qu'expert. La question, c'est pas de se dire est-ce qu'ils y vont ou pas, la question c'est de se dire comment on va les faire venir. Parce que bon, la génération, ça supposerait que la génération qui va maintenant est plus âgée. Alors vous connaissez le problème, hein, si vous ne renouvelez pas votre base de shoppers, vous allez disparaître avec vos derniers clients. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'ils la fréquentent ou pas, la question est de dire comment on va faire pour qu'ils la fréquentent. Alors on a évoqué rapidement tout à l'heure avec Julie, et on le voit sur notre espace, toute la révolution du numérique, la révolution du digital. Comment ça peut toucher le secteur de la presse? Vous disiez, j'ai des expériences. Alors, justement, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure avec Julie, et je suis parfaitement aligné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, dites-le parce que... Oui, justement. Oui, non, mais c'est pour ça. Il y a des gens qui ont tendance à se dire, on va mettre un écran, on va mettre des choses, et on aura l'impression d'être dans la génération numérique et d'être dans la génération digitale. Surtout pas, surtout pas. Être dans la génération numérique et dans la génération digitale, ça ne veut pas dire mettre un écran. Si c'est mettre un écran, Julie parlait de météo, moi je parle souvent des résultats du tiercé, si c'est mettre un écran pour avoir les résultats du tiercé, globalement on n'en a absolument rien à faire. Donc ne pas oublier que cette partie numérique, digitale ou autre, est avant tout liée au contenu et pas au contenant. Donc si vous avez des choses intéressantes à dire, si vous avez des, je sais pas, vous pouvez imaginer, je ne sais rien, Le Monde, Le Parisien, Paris Match, qui vous offrirait des contenus téléchargeables, je ne sais pas, là on peut. Mais si c'est mettre un écran pour mettre un écran, il ne vaut mieux pas en mettre, surtout pas, parce que 9 fois sur 10 il va être en panne, les gosses vont jouer avec, et ça va donner encore une plus mauvaise image. Donc il faut trouver autre chose. Et il y a des expériences, il y a des idées. Voilà. Alors, par exemple, trouver quoi, par exemple? Quand vous dites c'est intéressant, moi, finalement, mon job, c'est d'établir un lien, un rendez-vous entre un produit, un lieu et des personnes, c'est ça en gros? Ouais, c'est ça. Alors, concrètement. Alors, là, par exemple, je vais prendre, si je parle de la presse, j'espère vous n'allez pas tout de suite me sauter à la gorge, mais aujourd'hui, vous vendez quoi? Alors, je l'ai dit à Claude, j'ai entendu dire que les marchands de presse étaient des marchands d'agrafes, parce qu'en fait, vous vendez les... Oui, je sais, voilà. Voilà, ça y est, vous êtes fait des copains. Non, mais c'était pour... voilà. Donc, mais ça veut dire quoi, des vendeurs d'agrafes? On ne voit que les agrafes il y en a tellement maintenant de revues, de magazines, de choses, se chevauchent tous les uns sur les autres, on ne voit même plus les titres au complet, bien évidemment, on ne voit plus rien, on ne voit qu'une série d'agrafes. Bien évidemment, je provoque et je noircis un peu la chose. Mais si on se dit, par exemple, le papier, c'est compliqué de vendre la presse sans papier, qu'est-ce qui empêche demain d'ouvrir un spot dans le point de vente, enfin, dans le magasin de presse, où je puisse aller télécharger mon journal et puis où je l'ai tous les matins. Là. Alors vous allez me dire pourquoi je n'irais pas le télécharger directement sur Internet, oui, parce que le magasin de presse va m'offrir autre chose. Peut-être qu'ils vont m'offrir, je ne sais rien, un café, peut-être qu'ils vont m'offrir un distributeur de banque. On parlait tout à l'heure avec Julie, justement, au Japon, des expériences qui sont faites au Japon sur les combini. Ce sont des magasins où on peut tout faire. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez Paris, je prends le centre de Paris. Il y a un souci, c'est les livraisons Amazon ou autre. Il y a des magasins de presse ou des kiosques quand même assez régulièrement. Pourquoi je ne pourrais pas me faire livrer mon colis Amazon dans un magasin de presse qui m'obligerait à y aller? Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, au moins la chose qu'il faut absolument résoudre, c'est créer du trafic dans le point de vente. Donc qu'est-ce qui va créer du trafic? C'est des services. Donc moi je donne l'adresse du kiosque ou du magasin de presse pour déposer ma livraison quand je ne suis pas là. Elle est déposée. Et quand je viens la chercher, j'ai le droit de télécharger une revue, un journal. Voilà. Donc finalement, c'est sûr que, je regarde encore une fois les gens présents, c'est sûr que ça change votre métier. Ça va être la question. Voilà. Moi, je suis marchand de presse. Moi, je ne suis pas point relais. Je ne suis pas là pour faire de la gestion de stock.
Vous savez qu'en... Là aussi, c'est un chiffre que je donne régulièrement, encore une fois. Vous savez qu'en 1920, il y avait 7000 personnes qui vivaient de l'industrie du sabot uniquement dans le département de la Sarthe. Bon, on en a fait quoi de ces gens-là? À un moment donné, le sabot, plus personne n'en a voulu. Ils ont dû s'adapter. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, on est exactement, je pense que le point de vente de presse est au même niveau que l'étaient les taxis il y a 5 ans, est au même niveau. Il y avait des magasins vidéo futurs, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces enseignes-là, qui vendaient, enfin du moins qui louaient des DVD ou des choses comme ça, des CD, bon, ils ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Donc je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, est ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'adaptation, il y aura disparition. Et l'adaptation, de toute manière, le commerçant, quel qu'il soit encore une fois pharmacien, station-service, hypermarché, est toujours en retard par rapport à la demande du shopper. Le commerce et la distribution de l'ensemble passent son temps à courir derrière le shopper. Et donc ne prenez pas trop de retard. Voilà. Alors donc, si j'essaye de voir un peu, si on essaie de poursuivre un petit peu la réflexion, vous êtes en train de me dire, première règle, diversification finalement. Diversification et services. C'est des services, ça passera par les services, parce que les produits peuvent être totalement dématérialisés aujourd'hui, donc il faut trouver des services. Un des premiers services, c'est les amplitudes horaires. Je sais que déjà les gens de la presse, pour ce qui est des amplitudes horaires, connaissent, donc ça c'est pas vraiment un souci. Mais le premier service, c'est l'amplitude d'ouverture. D'autres services, par exemple, auxquels vous pensez à travers les expériences... Tout ce qui peut être aujourd'hui, je vous ai parlé par exemple du dépôt de livraison, du dépôt de colis, ça peut être un point de snack, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un distributeur de café, un distributeur comment on appelle ça, de viennoiserie, des choses comme ça. Tout ce qui va faire, en fait, que dans votre quartier, il y a une autre notion dont on n'a pas parlé encore, c'est la notion de localisation. C'est-à-dire que si vous êtes auprès d'une école, d'un lycée, d'un hôpital, voilà, vous n'allez pas du tout réagir de la même manière que si vous êtes au plein centre de la campagne. Ce qui est important, en fait, ce qui est important pour un distributeur, pour un commerçant quel qu'il soit, c'est de se dire qui je veux faire venir dans mon magasin et qu'est-ce que je veux qu'ils achètent. Voilà. Et donc, qui je veux faire venir dans mon magasin. Et quand j'aurai répondu à cette question-là, eh ben, je saurai quel service leur offrir. Vous voyez, vous prenez les pharmaciens aujourd'hui, il y a des choses qui sont... un pharmacien qui est à côté d'une école, on vous donne tous, les parents ont connu ça, on vous met un petit mot en disant attention, les poules sont revenues, il y a des poules, voilà. Et quand vous allez dans la pharmacie, ils ont 3 pots de shampoing, un petit pot, ils ne sont pas capables de s'arranger et de se dire à l'école, voilà, il y a des poules, il faut que je fasse comme ça. Et je crois que ce qui est important, c'est que de toute façon, le commerce uniforme n'existe plus. Pourquoi les hypermarchés aujourd'hui sont en train de souffrir? C'est parce que qu'est-ce qui ressemble le plus à un Carrefour qu'à un Carrefour, qu'à un Auchan, voilà. Et ça, plus personne n'en veut. Donc notion, si je comprends bien, de localisation, c'est-à-dire agir en fonction de mon environnement immédiat, notion de diversité, et puis notion de service, et puis notion d'identité, c'est-à-dire il faut que je me crée une identité, c'est ça? Totalement. Il faut que le magasin, le shopper soit capable de se l'approprier. C'est-à-dire que le shopper doit se dire, ce magasin-là, il est fait pour moi, il n'est que pour moi. Mais ça peut passer, ne serait-ce que par une reconnaissance, c'est-à-dire que quand on rentre dans le magasin, bonjour monsieur Jeannot, bonjour, voilà. Il y a un vrai besoin de reconnaissance, il y a un vrai besoin qui va un peu à l'encontre d'ailleurs du monde tel qu'on pourrait l'imaginer, d'anonymisation. Et justement, je pense que le commerçant aujourd'hui et le distributeur se doit au contraire de personnaliser, d'individualiser, de créer vraiment un point de vente unique, mais qui va être unique pour les gens du quartier. Et il y a des exemples, enfin, vous regardez, je sais pas, j'ai des exemples de fleuristes par exemple dans les quartiers à Paris, où voilà, c'est un vrai lieu de vie. Le point de vente doit devenir un lieu de vie, un vrai lieu de vie. Et vous regardez les pharmacies, vous regardez les fleuristes, vous regardez les boulangers, regardez le boulot qui a été fait par les boulangers. Regardez les réseaux de boulangers. Aujourd'hui, c'est un truc énorme. Et le métier de boulanger est devenu bien autre chose que simple marchand de baguettes. Voilà. Donc la boulangerie a réussi à faire sa révolution il y a maintenant 5-6 ans. Et alors vous me disiez, ce sera peut-être
peut-être le dernier point qu'on pourra évoquer ensemble, à moins que vous ayez envie de lui poser des questions, hein, on peut vous passer un micro, il n'y a pas de souci. Vous disiez finalement associer le digital et le physique. Alors est-ce que c'est un néologisme que vous avez inventé vous? Le digital? Non, je ne l'ai pas du tout inventé, c'est un néologisme qui existe depuis très exactement 2013. D'accord. Et il a été créé, à ma connaissance, par une agence australienne qui a été le premier à parler de ça. Donc 2013, la naissance du Phygital. Effectivement, c'est le mélange de ce point physique et digital. Alors, le meilleur exemple, hein, si vous êtes à Paris, je ne sais pas si vous êtes tous parisiens, mais il y a un magasin qui a ouvert à rue Franklin Roosevelt, qui s'appelle Le 4, par Casino. C'est un Franprix, en fait, ni plus ni moins. Allez le voir, vous verrez, et vous comprendrez ce que c'est que le Phygital. C'est-à-dire que tout se fait sur écran, mais vous êtes dans un point de vente, mais à côté, vous avez un petit coin fruits et légumes, qui est resté très classique, qui est juste magnifique. Vous avez un coin café, vous avez un bar à chocolat, vous avez une cave avec des vins très sympas, mais tout ce qui va être crèmerie, poisson, pâtes, sucre, vous commandez sur écran. Donc en fait, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de produit impliquant. Produit impliquant, c'est-à-dire que... Par exemple, un marchand de presse, vous avez déjà fait ce genre d'exercice avec des marchands de presse? Oui, je vous ai dit, j'avais travaillé un peu avec Cristallis pour publicité. Donnez-nous un exemple concret d'un travail que vous avez conduit, ça nous parlera. Je crois que sur justement la présentation des revues, où on avait essayé de les présenter, parce qu'ils étaient partis à les présenter à plat, ce qui est juste pas possible, parce qu'en fait, et c'est vraiment essayer de conserver la revue en verticale, en face, et surtout de réussir à en faire une sélection. Je crois qu'il y a une loi, je ne sais pas si elle existe toujours, qui empêche ou qui freine un peu dans la sélection des titres que vous pouvez mettre sur les points de vente. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est-à-dire qui freine? Qui dit c'est tout ou rien. Ah, c'est tout ou rien. Voilà. D'accord. Et donc vous n'avez pas de sélection sur le titre. Alors je crois que cette loi a été abrogée. Oui, c'est ça. Pardon, madame. Allez, je vous donne le micro. Je confirme, on ne peut pas choisir les titres que l'on reçoit. D'accord, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous n'étiez pas tout à l'heure, on évoquait avec Julie, là, qui est intervenue, l'idée souvent sur ces lieux de vente, il y a tellement de titres que finalement on est complètement largué, quoi. Mais on n'a pas le choix, dites-vous. On ne peut pas refuser de recevoir un titre. Alors, comment on peut contourner le problème? Pardon, attendez, non. On partage les échanges. Certes, on ne choisit pas ce qu'on reçoit. Cependant, j'ai le droit de mettre en pleine page ce que je souhaite et mettre en avant. Mais vous avez quand même le magasin très encombré, justement, mais c'est le boulot qu'on avait fait avec Cristallis, c'était de décider localement et vraiment de manière très géophysique, enfin vraiment géolocalisée, voilà, de mettre en avant les titres, et c'était ça, et le reste, ça mettait dans ça, exactement. Monsieur. Oui, par contre, il y a une possibilité, c'est que c'est avec l'UNDP qu'on avait réussi à obtenir cela. Au bout de vous recevez 10 exemplaires d'un magazine. Si pendant 3 périodes vous ne les vendez pas, ils sont automatiquement supprimés. Vous voyez, donc c'est déjà une avancée. C'est une avancée. Ça permet de débarrasser de titres qu'on ne vend jamais. Tout à fait. Merci pour votre témoignage. Donc, premier type d'exemple, effectivement, valoriser plutôt un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on pourrait valoriser? Dans la diversification, vous disiez, est-ce que par exemple, je sais pas, je pense à cette idée, est-ce que je peux proposer un peu du vin, des choses comme ça? Après, je pense que moi, ça me semble jouable, ça. Moi, j'ai en tête un dépôt, enfin du moins un point de vente presse que je connais bien, qui le samedi a 10 bouquets, mais des tout petits bouquets à 3 €, des bouquets de roses. Ce qui fait que les hommes, quand ils viennent acheter le journal, le samedi matin, repartent avec un bouquet de roses. C'est 10 petits bouquets de roses dans un vase qui ont été livrés et c'est juste un petit plus qui fait qu'on ne va pas acheter l'équipe et de manière totalement anonyme. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, je ne sais pas, madame, dans vos magasins, vous avez tenté des expériences? Oui, madame? Des plantes. Je dis je vends des plantes. Je vends des plantes. Des plantes. J'en vends beaucoup. Moi je suis persuadé pas plus que des revues. Non, je plaisante, j'aimerais bien.
C'est beaucoup moins pénible à gérer. Si je dis c'est beaucoup moins pénible à gérer que les revenus. Un jour, vous passerez, vous ferez la bascule. C'est probable. Ben oui. Et comment ont réagi vos clients? Ah ben, ils sont enchantés parce qu'en plus ça amène vraiment un point de vue esthétique vraiment intéressant dans le magasin. J'ai fait une modernisation il y a 3 ans et j'ai apporté des plantes parce que moi c'était et vraiment c'est super plaisant. Après, moi je suis blasée de la presse, hein, ça fait 30 ans que j'ai ce commerce. Donc j'essaie de trouver des choses qui continuent de donner un peu envie de me lever le matin pour faire ce jeu. Mais j'ai essayé plein de choses. Hein. Par exemple? Bon, je sais pas, j'ai essayé du vin, j'ai essayé des bouquets de fleurs, mais c'est pénible à travailler. Voilà. Ah, je ne dis pas d'en prendre 250. Non, mais c'est pénible parce que ça se gâche vite, alors que de faire des plantes soi-même, moi je l'ai fait parce que j'aime ça. Je fabrique, on trouve à Paris chez Green Factory, enfin, vous devez connaître ces boîtes-là. Et du coup, je propose des plantes faites dans des locaux, enfin des tas de choses comme ça. Ça plaît beaucoup, ouais. Mais bon, enfin, c'est pas la solution miracle, hein, c'est juste pour se redonner envie, moi dans mon cas, de se lever le matin. De toute façon, je pense qu'une chose est sûre, la solution miracle n'existera pas. Il n'y a pas de baguette magique qui vont dire aujourd'hui ne résisteront que les commerçants ou les distributeurs qui seront créatifs. Et on ne peut pas se contenter de dire voilà, j'ai le produit et j'attends le client. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, je ne sais pas, vous empêcher de le faire? Alors, madame. Le voisinage. J'ai un caviste à côté de chez moi, je ne vais pas me mettre à faire du vin. J'ai un fleuriste à côté de chez moi, je ne vais pas. Non, mais vous. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est intéressant parce que alors, j'en prends le micro pour l'entendre tous. J'aimerais qu'on poursuive cette discussion 30 secondes parce que Frédéric disait finalement prenez conscience de l'environnement qui est autour de vous. Allez, on regarde essayez de nous faire un peu l'exercice, vous regardez autour de chez vous, qu'est-ce qu'il y a, quelle est la population qui passe, qui vient, et par quoi pourrait-elle être intéressée que vous n'avez pas encore? Je réfléchis à la question toujours. Non, mais là, vous faites appel à des professionnels. Moi, je prends le problème à l'envers. Je vais voir le fleuriste à côté de chez vous et je lui dis donne-moi 10, 15, 20 bouquets de roses le samedi matin que je vends en disant bien que ça vient de chez toi. Et au contraire, c'est même ramené, vous voyez, c'est du multi. Voilà, vous allez voir le caviste et vous lui dites c'est quoi les 2 vins que tu vends le plus. J'en prends 4 bouteilles de chaque. Et vous verrez que les gens repartiront avec un journal, un bouquet de roses et une bouteille de vin. Mais vous lui enlevez de la clientèle? Mais non, parce que ça vient de chez vous. Vous achetez le vin chez vous. Vous, dans le quartier, et vous dites bien, le vin, il vient de la cave à côté, les fleurs, elles viennent de là. Non, c'est pas enlever de la clientèle, au contraire. C'est de créer un esprit de quartier et de créer une zone où on va se dire, bah, les roses, c'est des gens qui ne seraient pas allés, quand vous descendez acheter les kits, vous n'allez pas chez le fleuriste. Donc c'est le fleuriste qui vient à vous. Vous voyez, c'est l'esprit du commerce. Très bien, merci Frédéric. Alors, restez avec nous 30 secondes, on va accueillir la structure Metidia. Voilà. Alors, vous avez entendu les questions qu'on s'est posées. Je suis sûr que vous avez des éléments de réponse. Parlez-nous un petit peu de Metidia, et puis qu'est-ce que vous pouvez proposer, par exemple? Bonjour à tous. Je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que, justement, c'est totalement en lien aujourd'hui par rapport aux nouvelles générations. Il faut savoir que tout ce qui est millennials, les personnes de 18 à 35 ans, ou les générations Z, 12-18, elles recherchent vraiment à vivre des expériences. On parle de lieu de vie, on cherche aussi à créer une image, et je pense qu'il faut réagir maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut moderniser le point de vente, pas forcément sur des investissements en interne sur le point de vente en tant que tel, mais à créer d'autres expériences. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé Metidia, qui est une solution, en fait, on développe des jeux communautaires pour attirer toutes ces nouvelles générations dans les points de vente et les inciter à découvrir d'autres choses qu'ils n'étaient pas habitués à acheter. Et en fait, en rajoutant toutes ces notions de défi, de challenge et de récompense derrière, on va offrir, par exemple, vous voulez offrir un petit Twix, vous voulez offrir une promotion, en tout cas dans un lieu de vente comme ça, on va pouvoir moderniser toute cette partie et moderniser surtout l'image du point de vente, l'image de la presse en tant que telle. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur ça, en se disant, bien sûr, rajouter des plantes, rajouter du vin, ça va créer un lieu de vie, ça va créer un lieu qui va être plus uniquement que presse, mais au contraire, on vient vivre un moment. Mais il faut savoir que les nouvelles générations, elles ont une vision totalement différente aujourd'hui de la fidélité en tant que telle sur une marque.
c'est qu'on va passer d'une fidélité transactionnelle où on vient juste pour acheter son magazine à plutôt une fidélité plus émotionnelle, plus interactive avec son consommateur, et qu'une nouvelle génération va à la fois être guidée, être rassurée quand ils arrivent en point de vente, et à la fois vivre une expérience, prendre du plaisir à venir dans un magasin, et même en amont et en aval du point de vente. Alors en deux mots, quelle est la proposition que fait Metidia par rapport à ça? Alors, Metidia, nous, on développe justement des dispositifs de jeux digitaux, donc tous ces jeux mobiles sur lesquels on peut jouer. Et on arrive en fait sur une proposition très héroïste de la solution, parce que l'ensemble de nos solutions vont permettre de gagner cadeaux ou promotions derrière. Donc en fait, on est nous-mêmes en train de moderniser ce qu'on appelle les jeux concours. On avait une chance sur 10 000 de gagner. Aujourd'hui, on n'est plus là-dessus, c'est qu'au contraire, parce qu'on s'est battu entre guillemets avec un ami contre un petit jeu mobile, on s'est battu pour gagner cette promotion. Derrière, on a des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés qu'un simple... Qu'est-ce que vous appelez, pardon, pour le fait que je suis un taux de conversion? C'est un langage de spécialiste, ça. Sur le taux de conversion, alors nous par exemple, on prend un exemple, si on prend un magasin, on va faire un petit jeu où je vais défier, par exemple, je vous défie. Et celui d'entre nous qui va gagner ce jeu, donc par exemple une course de voiture, celui qui arrive le plus rapidement possible au bout de la course va gagner une promotion. Et le taux de conversion sur ça, c'est combien de personnes vont utiliser cette promotion en point de vente ou sur un site e-commerce pour certains de nos clients. D'accord, alors attendez, j'essaie de comprendre. Je joue à un jeu, mais chez moi, pas forcément sur le lieu de vente, on est d'accord. Et en fait, ce jeu, si je gagne, me donne accès à une promo, à un cadeau que je vais aller chercher sur un lieu de vente, c'est ça? Exactement. D'accord. Le but, c'est justement de se dire qu'en fait, il y a énormément de population qui n'est pas directement sur un point de vente. Au contraire, on peut réussir à les toucher via les réseaux sociaux, via d'autres aspects, des sites web, etc. Et surtout, les jeux, aujourd'hui, ils sont viraux. Ce qu'on appelle la viralité, c'est que pour jouer, je vais inviter quelqu'un. Et donc à partir d'une personne, on a déjà invité une autre personne, donc on arrive déjà à 2 personnes. Et si on parle de, par exemple, 100 000 joueurs, sur un dispositif comme le nôtre, on va pouvoir toucher 200 000 personnes. Et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est la viralité. Alors quelle contrainte pour moi marche en presse aucun? Je vous contacte, vous faites le reste, si j'ose dire? Ouais, le but, je pense que c'est avant tout que vous gardiez votre métier, sur lesquels vous maîtrisez, et que nous, on intervienne plutôt sur la partie marketing émotionnel, et du coup, on mette en place un dispositif clé en main, web, sur lesquels l'ensemble des utilisateurs de nos jeux vont pouvoir se connecter sur une simple URL, vont pouvoir jouer, que ce soit sur mobile, sur ordinateur, même potentiellement on parlait d'écran sur des écrans également, sur le lieu de vente. Et après, tout se va se gérer de notre côté. Nous, on va juste interagir par rapport aux produits les proposer dans l'application. Et notre rôle va vraiment être de trouver le meilleur jeu qui va correspondre à la cible que vous voulez toucher, et aussi à avoir cette interaction de comment on va driver du monde dans vos points de vente. Commentaire, Frédéric? Ça va, oui. Une seconde, une phrase. Ça va exactement créer du trafic dans le point de vente. C'est ce qu'on disait. Donc, comment faire venir du monde dans le magasin. Et deuxièmement, trouver le profil, qui je veux faire venir dans mon magasin, qui je veux faire avoir comme client. Et du même coup, le jeu peut aider à financer. Parfait. Merci madame, merci, merci à vous. On se retrouve dans un quart d'heure pour un sujet qui devrait particulièrement vous intéresser, les avantages financiers de la modernisation.